entendre que l'enregistrement, vous allez peut-être entendre que l'enregistrement se lance, soyez pas surpris. Voilà, je récupère mon écran de contrôle. Donc d'abord vous dire que ce webinaire organisé par Biomasse Normandie à destination de ses adhérents est issu d'un webinaire en fait qu'on a donné le 5 octobre à l'échelle nationale pour présenter les travaux donc du projet MPEB, mesure de la performance énergétique des bâtiments, sur lequel je vais revenir. Moi, je suis Paul Calbert-Guelen, je suis directeur adjoint de l'association Biomasse Normandie, je suis responsable du pôle connaissance et maîtrise de l'énergie, je suis alors expert mesure et vérification, qui est le nom qui est aujourd'hui le nom un peu plus courant de ce qu'on a appelé ici dans le projet de recherche la MPEB, pour avec des notions un peu élargies par rapport à la MEV, vous verrez un petit peu plus tard ça. La mesure et vérification, c'est, pour le dire très vite, la science des économies d'énergie, tout guillemets, la science ou les techniques des économies d'énergie. Quelque chose d'assez récent qui est apparu il y a une dizaine d'années en France, ça fait 20 ans, 25 ans que ça existe aux États-Unis. Ça a été importé à travers le protocole IPMVP, qui est le protocole de référence international sur le sujet, et puis qui est arrivé en France de 2008-2009, notamment pour faire face ou dans le cadre de l'arrivée des contrats de performance énergétique, type de contrat un peu spécifique dans lequel les entreprises s'engagent à faire des économies d'énergie et sont pénalisées si jamais leur résultat n'est pas atteint. Dans ce cadre-là, la notion d'économie d'énergie est au cœur du contrat, et donc il a fallu réfléchir un peu plus à la façon dont déterminer les économies d'énergie. C'est à ce moment-là que l'IPMVP est arrivé en France. Et donc moi, je suis formateur, on est 3 formateurs en France, Suisse, Belgique sur ce protocole. Je suis formateur depuis 2016, je suis membre d'EVO, l'association internationale qui porte le protocole. Je suis également membre du comité de normalisation AFNOR Energest, qui traite notamment de l'ISO 50001, donc normes de management de l'énergie, de la mesure et vérification, des contrats de performance énergétique, etc. Et du coup, j'ai des expériences dans les contrats de performance énergétique, dans l'accompagnement sur la partie, alors antérieurement sur la partie ingénierie énergétique, dans un précédent poste, avant d'arriver chez Biomasse Normandie, et puis maintenant essentiellement sur la mesure et vérification, également accompagnement ISO 50001, là aussi sur la partie mesure et vérification. Et donc ce webinaire du 5 octobre, on l'a donné avec Constance Lancel, qui est experte au CEREMA, un centre de référence de bureau d'études État, qui est experte en évaluation de la performance des bâtiments. Et puis, donc on intervenait à 2 pour présenter le contenu technique. Et puis Stéphanie Desruineaux, qui est chef de division performance en service au CSTB, qui pilote le projet, intervenait pour les questions plus génériques. Donc là, je vais vous refaire ce déroulé. Et puis n'hésitez pas à rebondir si vous avez des questions. Donc, on en a pour 1 heure, on est ensemble jusqu'à midi. Je tâcherai de tenir le timing. Voilà, d'abord quelques mots sur le projet MPEB. C'est un projet de recherche méthodologique, alors appliqué. On a 3 axes de travail. Capitaliser et diffuser les connaissances sur la MPEB, aider à la décision dans le choix des solutions de MPEB, et puis valoriser la MPEB pour favoriser sa généralisation. Il y a 12 organismes qui sont mobilisés sur cet atelier de recherche, vous les voyez apparaître sur la droite de la slide, donc des laboratoires, des PME, des grands groupes. Et puis il y a un groupe utilisateur, c'est mentionné en bas de la slide, il n'y a pas le détail qui vous est présenté ici des différents partenaires dans le groupe utilisateur, mais c'est en fait un groupe de personnes ou d'organismes qui permet d'élargir un petit peu le groupe recherche, avec une vision un petit peu plus, ils ont un peu plus de recul, ils sont sollicités ponctuellement pour donner un avis et vérifier que les travaux que l'on mène et puis les résultats que l'on sort sont bien en cohérence avec les besoins de la filière. Voilà. Je passe ensuite sur la partie qui va nous intéresser aujourd'hui. C'est le premier document qu'on a formalisé dans le cadre de ce projet de recherche. C'est un
un document qui a vocation à tracer les concepts et les termes clés de la mesure de la performance énergétique des bâtiments. Donc c'est un document qui fait une trentaine de pages, que vous voyez apparaître ici, que je vous enverrai à la fin du webinaire. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de parcourir une partie des éléments un peu clés de ce document pour vous montrer le genre de choses que vous allez pouvoir trouver dans ce document, sachant que le document va beaucoup plus loin. Il va sur certaines des points qu'on va voir plus loin. Là, l'idée est de vous livrer une partie des points, j'allais dire essentiels, pour vous montrer tout l'intérêt qu'il peut y avoir d'aller creuser à travers la lecture de ce guide. Et bon, comme on est ensemble dans le petit groupe, on va pouvoir peut-être, si vous avez des questions, éventuellement rentrer un peu plus en détail dans le contenu. Là encore, n'hésitez pas à me solliciter pour ça, donc à m'interrompre en posant des questions. Oui, et je redis, pardon, je voulais préciser quand même que ce document, il a été établi du coup par un ensemble de contributeurs. Donc vous voyez la liste ici. Moi j'étais avec Cérine Demeyer du LNE, Laboratoire National d'Essai, en charge du pilotage du document. Mais il y a tout un panel du coup de différents organismes. Et puis il a été relu aussi par le groupe utilisateur. Ça a été quasiment un an de discussion sur les notions de mesure de la performance énergétique des bâtiments, avec un panel du coup assez élargi de contributeurs. Donc vous allez voir, il y a des choses qui potentiellement bougent un peu ou impactent un peu ce qu'on considère habituellement dans le monde de la performance énergétique des bâtiments, mais ça a été largement réfléchi et discuté. Donc le but, c'est que vous arriviez enfin qu'on arrive, si vous voulez, à vous passer ce qui a fait l'objet de nos propositions, les réflexions, pourquoi on est arrivé à définir de telle sorte plutôt que d'une autre les éléments que je vais vous présenter, mais sachez qu'il y a eu une large concertation sur ces éléments. Voilà, et maintenant je plonge dans le cœur technique. Premier point, pourquoi parler de MPEB? Donc si on regarde l'histoire de la performance dans le bâtiment, on s'aperçoit que les notions de performance énergétique apparaissent, alors au moins implicitement, hein, mais avec l'apparition des réglementations thermiques en 1974. Mais à l'époque et jusque maintenant, cette performance des réglementations thermiques est une performance à la conception, on parle de performance a priori. On retrouve cette performance a priori dans des outils ou des pratiques plus récentes, hein, par exemple le diagnostic de performance énergétique ou les certificats d'économie d'énergie. Et depuis 2006, on a une autre mesure de performance, la performance réelle, mesurée, démontrée, qui apparaît avec des pratiques telles que les tests d'échangéité à l'air, les contrats de performance énergétique, l'obligation de travaux dans le secteur tertiaire, ou la norme de management de l'énergie, l'ISO 50001, dans sa version 2. La version 1 était beaucoup moins attachée à la performance réelle, mais la version 2 met l'accent là-dessus. Donc finalement, je vous dis ça surtout pour mettre en avant le fait que la notion de performance, pour l'instant je l'appelle réelle, mesurée, démontrée, est une notion récente. Ça fait 15 ans que c'est sur la table. Et du coup, la MPEB, concept récent, au contour flou. Problème, c'est que c'est un concept donc au contour flou, mais malgré tout, on l'utilise sur des pratiques techniques, contractuelles, sur lesquelles des personnes échangent, discutent, s'engagent contractuellement. Et le flou, du coup, peut générer des désagréments. Quand il y a deux personnes qui se parlent et qui parlent pas la même langue, ça pose problème. C'est le petit schéma qui illustre ça. Alors vous dites peut-être, ça va quand même, on arrive à discuter de performances réelles. Je vais vous montrer là à travers l'étude bibliographique qu'on a faite qu'il y a quand même plein de choses qui sont pas bien alignées et on a voulu résoudre ça, traiter ça en tout cas avec ce glossaire, ce document de référence sur les concepts et les termes clés, en alignant du coup, en faisant des propositions d'alignement des définitions. Donc avant de vous montrer l'alignement, simplement un petit point sur le fait qu'il y a tout un tas de textes. Alors on en a analysé 13, je vous en montre ici quelques-uns, la norme ISO 50001 justement, l'IPMVP, les principes fondamentaux dont je vous parlais tout à l'heure. Directive 2018-844, ça c'est la directive européenne qui traite de la performance énergétique des bâtiments. ISO 52001 est une autre norme
parlent du même sujet, etc. On a regardé tous ces textes-là, et en fait, on a constaté que sur 150 termes définis dans, alors pour l'instant, les 7 normes analysées sur la thématique mesure et vérification, il y avait seulement 25 termes qui apparaissaient au moins 2 fois. Corollaire et complément, plusieurs définitions pour un même terme, et en plus plusieurs termes pour un même objet. Donc, une espèce de flou. Et puis en plus, la performance énergétique, quand elle est abordée, est souvent abordée sous l'angle de la performance a priori, la performance à la conception, que vous trouvez typiquement dans le calcul réglementaire, et pas sous l'angle de la performance mesurée, et on va voir que c'est un peu différent. Complètement différent. Donc, si je reviens là au personnage qui souhaitait échanger sur le sujet de la MPEB qui ne parle pas le même langage, nous, on souhaite faire en sorte, on a voulu faire en sorte de gommer ces différences en proposant un langage commun. En s'appuyant, je précise, en s'appuyant sur l'existant. On n'a pas balayé tout en disant hop, on met tout au placard, c'est pas cohérent et nous on propose autre chose. L'idée, ça a été de faire état des différences et puis de trouver ce qui était le plus pertinent peut-être à retenir entre deux termes, par exemple, quand il y avait deux termes pour une même chose. Donc on a cherché à s'appuyer sur l'existant, mais à dire attention, il y a parfois des choses qui sont pas cohérentes. On va essayer de les gommer. Autre point, quelle est la place de la MPEB, avant de rentrer dans les définitions et les concepts, quelle est la place de la MPEB dans le champ des pratiques actuelles? Un petit point de précision, notamment pour mettre en avant la différence entre mesure de la performance énergétique et performance énergétique non mesurée. On a cherché, avec le schéma que vous voyez, à placer les différents... Alors, certains concepts, on ne les a pas tous mis, mais certains concepts qu'on utilise régulièrement dans le monde de la construction, du bâtiment et de l'efficacité énergétique, on les a placés sur un graphique avec deux axes. Alors, comment on lit ce schéma? Vous avez un axe utilisation de la mesure et un axe utilisation de la consommation d'énergie, au sens utilisation de la notion de consommation d'énergie et utilisation de la notion de mesure. Si je prends par exemple les opérations de mise au point ou les opérations d'autocontrôle qui sont en bas à gauche de l'écran, ces pratiques font peu appel à la mesure et font peu appel aussi à la notion de consommation d'énergie. On est sur des notions de réglage, des choses qui ne sont pas spécifiquement attachées à la consommation d'énergie. À l'inverse, si je parle de MEV ou de contrat de performance énergétique, en haut à droite de mon cadran, là les notions de consommation d'énergie et de mesure sont au cœur de la discussion. Et puis dans la diagonale opposée, notamment en bas à droite, on va trouver les notions de diagnostic de performance énergétique, de calcul réglementaire. Ça fait appel aux notions de consommation d'énergie, mais par contre, il n'y a pas de mesure. On voulait mettre en avant, vous voyez dans ce schéma, que le domaine de la MPEB, c'est un sous-domaine de la performance énergétique du bâtiment, le domaine en noir, on est bien dans la performance énergétique du bâtiment. Par contre, aujourd'hui, en fait, ce qui est le plus connu, c'est les notions de performance énergétique a priori, c'est ce qui reste en noir, et nous, ce dont on traite, ce dont on parle, c'est la mesure de la performance énergétique des bâtiments, qui se traduit par exemple par des notions, enfin, quand on parle de contrat de performance énergétique, de mesure et vérification, de monitoring, tout ça, c'est dans le domaine de la MPEB. Voilà pour essayer de mieux définir ce dont on va parler. J'espère que ça clarifie un petit peu pour vous l'objet de notre discussion. Et maintenant, quelles sont les spécificités de la MPEB? Alors, premier point, la notion de performance. Il faut avoir en tête que la notion de performance, elle est associée à la notion de comparaison. Quand je veux établir une notion de performance, c'est forcément pour le comparer à quelque chose. Est-ce que je suis plus ou moins performant que... Alors, ça peut être un autre bâtiment, ça peut être le bâtiment avec lui-même, mais à des moments différents, d'une année sur l'autre. Il y a forcément cette notion de performance. Et quand on parle de comparaison, pardon. Et quand on parle de comparaison, il faut se placer dans des conditions données pour pouvoir faire des comparaisons valides. Il y a une analogie qui nous est venue quand on réfléchissait à cette notion-là, c'est celle de l'athlétisme et plus précisément du saut à la perche qu'on a développé là. Vous savez sans doute, vous savez peut-être que les performances, les records dans l'athlétisme et le saut à la perche sont pas les mêmes en salle
et en extérieur. Les conditions atmosphériques sont pas les mêmes et les records sont pas les mêmes. Et du coup, on distingue bien le record du monde de saut à la perche en intérieur, le record du monde de saut à la perche en extérieur. Et la même chose pour la performance d'un bâtiment. La performance d'un bâtiment dans telles conditions ne sera pas la même que la performance du bâtiment dans d'autres conditions. Et il est indispensable, en fait, de bien qualifier ces conditions données. Donc, quand on parle de conditions données, hein, c'est la météo, les températures de consigne, le nombre d'occupants. Je vais revenir là-dessus. On va préciser un petit peu. Ça, c'est pour les grands concepts. Vous vous demandez peut-être comment ça se met en œuvre dans la pratique. On y reviendra. Un petit point supplémentaire maintenant dans la réflexion, c'est que à l'heure actuelle, on a deux performances classiquement. La performance non mesurée qui provient d'un calcul. Et dans ce cas-là, donc c'est la performance du diagnostic de performance énergétique, du calcul réglementaire, des outils de simulation énergétique qu'on utilise lorsqu'on conçoit un bâtiment. Dans ce cas-là, en fait, la comparaison dans des conditions données, elle est naturellement, par construction, facile à réaliser. En fait, les conditions sont données dans les moteurs de calcul, que ce soit en termes de météo ou d'occupation, etc. Et donc, on se pose pas la question finalement quelque part du fait d'être dans des conditions similaires. On compare de toute façon, et d'ailleurs ils sont faits pour ça la plupart du temps, hein, ces outils, on compare la performance de ce qu'on est en train de regarder dans des conditions similaires. Le problème pour nous, c'est que on cherche justement à être dans le domaine de la performance mesurée, donc on parle de suivi en exploitation, de performance à la réception peut-être, de mesure et vérification. Et dans ce cas-là, pour le coup, les conditions données, vous le savez sans doute, les conditions données sur un bâtiment, elles changent très régulièrement d'une année sur l'autre, d'un bâtiment à l'autre. Et donc, il faut faire attention à cet aspect-là quand on est dans le champ de la performance mesurée, alors que dans la performance non mesurée, finalement, c'est pas trop un sujet. Autre point qui a structuré la réflexion, qu'est-ce que c'est qu'une performance énergétique mesurée? Alors, écrit ici, c'est nécessairement une consommation d'énergie qui doit être mesurée pour évaluer la performance énergétique. Alors là, vous me dites, ça semble peut-être complètement naturel. Pourquoi je m'arrête là-dessus? Je m'arrête là-dessus avec un point supplémentaire, c'est que une consommation d'énergie, c'est une interaction, c'est forcément la résultante hein, de caractéristiques du bâti, de caractéristiques d'équipement, d'utilisateurs et de conditions extérieures. C'est tout ça qui fait que, au bout du compte, on a une consommation d'énergie. Peut-être où est-ce qu'on va arriver. Ce qu'on veut dire avec ça, ce qu'on veut pointer, c'est que la notion de performance énergétique mesurée, elle implique que l'objet de la mesure existe. Alors c'est peut-être encore un peu flou. Ça veut dire notamment qu'il faut que le bâtiment il soit construit et puis qu'il ait vécu. Et on met ça, on insiste là-dessus parce que on a régulièrement des évaluations, enfin des propositions qui viennent en tête d'évaluation de la performance énergétique mesurée plus ou moins à la livraison par exemple. Alors à la livraison, le bâtiment il n'a pas vécu, il n'a pas interagi avec les utilisateurs, etc. Donc on va être embêté dans ces cas-là pour parler de performance énergétique mesurée dans son ensemble. Alors vous allez voir, on a quand même réussi, enfin, dû travailler sur cette notion, mais on l'aborde un petit peu différemment, vous allez le voir juste après, enfin dans quelques slides. En termes de vocabulaire, on a choisi d'utiliser le vocable indicateur de performance énergétique, IPE, qui est un vocable qui est issu de la norme ISO 50001. Pour ceux qui connaissent la norme ISO 50001 de management de l'énergie, on parle d'indicateur de performance énergétique, c'est très bien décrit. Et donc c'est ce qui a vocation à être l'indicateur quantitatif de la performance énergétique mesurée. Et donc l'IPE traduit la performance dans des conditions données. C'est important à bien retenir. Et pour ça, en cohérence avec l'ISO 50001, il y a trois façons de définir l'IPE. Je vais commencer par celle du bas. La façon neutralisation par ajustement. Donc une loi mathématique qui va relier la consommation à un ou plusieurs paramètres qui l'influencent. Et du coup, on va pouvoir neutraliser ou ajuster sur ces paramètres. Donc, ça veut dire que ces paramètres vont représenter les fameuses conditions données.
dans lequel on veut se placer. Par exemple, on veut se placer à 2400 dBU, on veut se placer à une température intérieure de 19. Il va falloir qu'on établisse un modèle mathématique qui lie la température extérieure et la consommation d'énergie, ou la température intérieure et la consommation d'énergie, pour pouvoir corriger la consommation pour en faire une performance dans des conditions données. Donc ça, c'est le cas le plus générique. Il y a parfois parfois d'utiliser des ratios, qui sont une façon très simple de faire des ajustements. Mais attention, on va voir un peu après que on peut arriver à des résultats erronés quand le ratio est mal utilisé. Et puis dans certains cas très particuliers, on peut utiliser une mesure, mais la mesure ne pourra être utilisée que si on sait que les conditions dans lesquelles on veut faire évaluer la performance sont bien celles qui étaient prévues. Ça, c'est finalement assez rare dans la pratique. Et donc, pour illustrer typiquement ce qu'on fait quand on réalise une évaluation de performance avec un IPE, on passe d'une consommation d'énergie qui est décrite dans le bâtiment sur la gauche, à la maison sur la gauche. On a une consommation d'énergie mesurée au compteur avec une température intérieure de 22 degrés, une famille, en tout cas 4 personnes dans le bâtiment, et puis une météo qui est donnée dans les conditions réelles. Et ce qu'il faudra faire, c'est pour arriver à une performance énergétique exprimée sous la forme d'un indicateur de performance énergétique, ce qu'il faudra faire, c'est se placer dans les conditions choisies dans le cadre du projet pour exprimer la performance énergétique. C'est ce qui vous est indiqué en haut de la bulle. Donc peut-être 2 personnes dans le bâtiment parce qu'on avait défini que c'était comme ça qu'on indiquerait la performance, à 20 degrés dans le bâtiment et 15 degrés et tel rayonnement en conditions extérieures. Et dans ces cas-là, on est bien sur un IPE qui est une consommation d'énergie au compteur recalculée dans les conditions choisies dans le cadre du projet, dans des conditions données bien arrêtées. C'est ça qu'on va appeler la performance énergétique mesurée. Et puis, alors un point maintenant, en fait j'ai parlé ici de performance à l'échelle du bâtiment. Si je veux maintenant parler de performance à l'échelle d'un sous-système du bâtiment, parce que on a régulièrement le cas, enfin en tout cas vient sur la table, on a aujourd'hui un grand nombre de propositions, d'indicateurs d'évaluation de la performance sous forme par exemple de calcul de UBAT, donc le coefficient de l'enveloppe des bâtiments, ou de rendement de chaudière, etc. On a proposé d'appeler ça des indicateurs de performance d'un sous-système. Donc c'est un indicateur de performance de la chaudière que de faire un rendement à charge partielle. C'est un autre indicateur de performance de chaudière que de faire un rendement à pleine charge. C'est un indicateur de performance de l'enveloppe que de faire un calcul de UBAT, mais c'est aussi un indicateur de performance de l'enveloppe de faire un calcul de Q4, qui est un test d'étanchéité à l'air. Et donc tout ça, on propose de dire que ce sont des indicateurs de performance d'un sous-système et que cela peut être des indicateurs partiels de performance énergétique du bâtiment. Pour bien faire la différence entre l'indicateur de performance énergétique du bâtiment, où là c'est l'interaction de différents éléments, on a dit un bâti, enveloppe, enfin bâti, système, occupant, conditions extérieures, qui forment une consommation d'énergie. Avec tout ça, on a vraiment une consommation d'énergie et on peut associer une performance énergétique. Avec un Q4 ou un UBAT, on ne peut pas dire précisément quelle sera la consommation du bâtiment. On sait qu'effectivement un mauvais Q4 ou un mauvais UBAT, ça risque de faire que le bâtiment sera au total peu performant, mais peut-être que ce ne sera pas le cas parce que d'autres éléments seront très bons. Donc ce n'est qu'un indicateur partiel. Vous voyez, on a séparé les notions, et j'insiste un petit peu là-dessus. Je ne sais pas si pour vous ça parle, mais aujourd'hui dans le champ de la MEB, on a des propositions, alors justement pour aller tester les U, la performance à la livraison des bâtiments grâce à des tests de U, ou en tout cas qui font un agrégat de performance de l'enveloppe et de la ventilation. Et les personnes qui portent ce genre de solutions parlent d'outils de mesure de la performance énergétique intrinsèque. Et donc on associe le mot mesure et performance énergétique du bâtiment, et en ça nous semble un peu piégeux. On a proposé définir ces mots indicateurs partiels.
Et puis du coup, autre point, que devient la notion de performance énergétique intrinsèque, dont vous avez peut-être entendu parler, hein, c'est quelque chose qui à la fois parle à beaucoup d'acteurs dans le monde du bâtiment et qui en fait n'a pas de connaissance, n'a pas de définition formelle. En fait, elle a été utilisée et définie de différentes manières à travers les travaux de plusieurs organismes. On peut parler de connaissances intrinsèques de l'enveloppe du bâtiment, justement, c'est dont je vous parlais. On peut parler de connaissances intrinsèques du bâtiment dans son ensemble via le calcul de STD. Et là, on entend régulièrement dans le vocabulaire que c'est une consommation intrinsèque du bâtiment. On en a aussi entendu parler dans les années 2012 avec la notion de GPUI pour la garantie de performance énergétique intrinsèque, sachant que dans cette notion-là, il y avait des choses un petit peu différentes encore. Ce qu'on propose, c'est d'oublier ce mot intrinsèque qui est finalement pas assez précis et associé à différentes choses, et de garder les notions, du coup, comme je vous l'ai expliqué, d'indicateurs partiels de performance ou de performance énergétique non mesurée. Quand on fait un calcul de STD, ici, on est sur une performance énergétique non mesurée finalement. Voilà. Voilà avec ces notions-là. Avant, on touche à la fin de la première partie sur les concepts et avant deux slides, je crois, qui vont permettre d'arriver à la fin de cette première partie. Un point sur le lien entre MPEB et MEV. Je l'ai évoqué au début. La mesure et vérification, la MEV, ça désigne un ensemble de pratiques qui visent à déterminer la performance énergétique sous forme d'une économie d'énergie. Quand on parle de MPEB, c'est la performance énergétique en général et on compare par exemple un bâtiment à un autre, donc on n'est pas en train on peut comparer la performance en valeur absolue dans des conditions données exprimées en kilowattheure d'un bâtiment par rapport à un autre, alors que la mesure et vérification, c'est vraiment spécifiquement regarder l'évolution de consommation d'un même bâtiment dans le temps, en déterminant la consommation après, en regardant consommation après, moins consommation avant, en gros, dans des conditions données. Mais donc il y a un lien fort entre les techniques de MEV et de MPEB. De manière plus générique, du coup, la MPEB, on l'a évoqué, agrège du coup un ensemble de pratiques, donc à travers la mesure d'indicateurs partiels, la mesure et vérification, le suivi de la performance, et tout ça, ça forme le champ de la MPEB. Voilà, alors j'en ai fini du coup pour la première partie, un peu sur les grands concepts, et puis après j'ai quelques compléments pratiques à vous proposer. Est-ce que vous avez des questions à ce stade? Il y a des choses qui étaient pas claires ou qui vous ont surprise, interrogé? Est-ce que vous souhaitez prendre la parole? Je laisse un petit temps pour voir vos réactions. Pour vous, tout était clair? Alors, qui portait la MPEB? J'ai une question sur qui portait la MPEB. Alors, je ne sais pas quelle est est-ce que je peux vous demander une précision sur la question? Donc le mot, hein, enfin ou la notion de MPEB, elle est arrivée donc c'est la Fondation Bâtiment Énergie. Je l'ai pas indiqué, mais la Fondation Bâtiment Énergie qui finance le projet de recherche MPEB. La fondation, c'est un consortium de 4 grands groupes, hein, c'est Saint-Gobain, EDF, Lafarge et j'oublie le dernier, qui ont financé depuis 2012, je crois, différents projets de recherche sur différentes thématiques, dont un projet sur la garantie de performance énergétique de 2012 à 2015 auquel j'ai participé. Ouais, d'accord. Et donc c'est eux qui ont mis ce terme-là sur la table. Parce qu'effectivement, auparavant, il n'y avait pas justement de terme pour unifier toutes ces pratiques. Il y a la MEV qui est aujourd'hui, à ma connaissance, pour moi, mais je ne sais pas, moi je suis un peu biaisé maintenant parce que je pratique beaucoup l'IPMVP. Mais pour moi, la MEV, quand même, est de plus en plus connue dans le champ des CPE, ça c'est sûr. Les contrats de performance énergétique. Dans le champ de l'ISO 50001, on en entend quand même pas mal parler, enfin, j'ai l'impression.
parler. Et donc on cherche à mettre à plat ces notions. Et effectivement, en proposant, alors est-ce que le mot sera finalement retenu, ça je sais pas. Le mot MPEB, enfin le sigle MPEB sera retenu, je ne sais pas. En tout cas, au niveau européen international, on a des liens, notamment avec Evo. Moi, je fais le pendant et ça alimente les travaux qu'on mène chez Evo, donc l'association qui porte le protocole IPMVP. Je fais partie de la commission Energest, donc là aussi il y a un lien avec le système normatif. Alors, je suis pas forcément hyper actif sur, en tout cas je peux pas suivre tous les travaux. Et donc Energest, ce que je peux vous dire, c'est que par exemple, je l'ai évoqué un petit peu, hein, le fait qu'il y a plein de normes qui traitent du sujet. Moi j'ai évoqué qu'il y en avait plein qui se recouvraient. On n'est pas les seuls dans le projet MPEB à avoir fait ce constat-là. Il y a d'autres personnes dans le systèmes normatifs qui ont fait remarquer que les différentes normes se marchaient sur les pieds et n'étaient pas toutes cohérentes entre elles. Donc il y a effectivement une homogénéisation qui est en cours de ces textes. Oui, alors, donc j'espère que ça répond à la question de Vincent Gauthier, que ça clarifie un petit peu les éléments. Sachant que je le redis, c'est quelque chose d'assez récent, ça fait 15 ans que ça existe, et donc on va doucement vers effectivement ces normalisations, vers cette homogénéisation. J'ai une autre question qui est comment concrètement utiliser, comment peut-on utiliser le concept en collectivité? Quelle est la finalité, par exemple, avec le éco-énergie tertiaire, donc le décret tertiaire, j'imagine, dans les marchés publics de travaux? On va voir un petit peu après, donc il y a différentes choses, hein. On va voir un petit peu après, typiquement sur les marchés d'exploitation avec intéressement, quel impact le choix d'indicateurs que vous allez faire, ce que moi j'ai appelé les indicateurs de performance énergétique, ce que aujourd'hui vous faites souvent dans les contrats d'exploitation de chauffage avec des règles de 3 sur les DJU, donc pour corriger, ça c'est une pratique courante, hein, de corriger sur les DJU. Finalement, donc c'est un ratio, c'est l'utilisation d'un ratio, ça revient à ça, faire une règle de 3. Je vais vous en parler tout à l'heure. Ces pratiques-là, en fait, elles sont pas toujours pertinentes de faire des règles de 3 sur les DGU. Parfois, ça fonctionne pas. Et ce qu'on propose là, donc là, je l'ai abordé de manière très conceptuelle, mais ça a des impacts directs là-dessus. Et on est en train de réfléchir, alors ça, c'est avec ma casquette Biomasse Normandie, hein, les collectivités commencent à s'emparer de ça, et on réfléchit avec certaines collectivités, avec d'autres pouvoirs publics, donneurs d'ordre, à la façon de mieux évaluer l'évolution de la performance grâce à des indicateurs qui sont meilleurs, qui sont plus pertinents. Vous allez voir tout à l'heure, la démonstration, elle est assez franche sur les erreurs quelque part qu'on peut faire quand on utilise à mauvais escient des règles qui sont pas adaptées. Donc ça, c'est alors moi pour la partie marché d'exploitation. Marché public de travaux, ça peut être, c'est dans le cadre de marchés publics globaux de performance qu'on va avoir recours à ces notions-là. Euh, donc, type contrat de performance énergétique appliqué au marché public. Pour le décret tertiaire, on est sur ces notions-là, hein. Ce que propose le décret tertiaire, c'est de faire des ajustements. Alors, avec une approche qui est très standardisée parce que à une notion très large, ils n'ont pas voulu rentrer dans le détail de faire des équations d'ajustement ou de faire des modèles, des IP sur mesure pour chacun des bâtiments. Ça, clairement, à mon sens, hein, c'est en tout cas c'est comme ça, mais techniquement c'est discutable. Il faut savoir qu'il y a d'autres pays ou à d'autres endroits, la réglementation était un petit peu plus souple, notamment en Belgique et en Suisse. Ils finissent actuellement des réglementations dans lesquelles, par défaut, il y a effectivement une proposition de base d'indicateurs, par exemple par rapport au DGU ou à l'occupation, comme est proposé en France, hein, ou à d'autres indicateurs d'activité, mais on peut montrer que c'est pas pertinent dans le cas de tel et tel bâtiment, et du coup montrer quel est le bon modèle à utiliser. En France, à ma connaissance pour l'instant, de ce que je comprends du décret tertiaire, on ne peut pas faire ça. Donc là, il y a un petit point de discussion, mais à voir comment ça évolue aussi dans les années à venir. Donc clairement, c'est en lien avec l'évaluation de la performance qui va être faite dans le cadre de ces textes-là, la réflexion qu'on met sur la table.
On va proposer, j'en profite pour le dire, dans les mois à venir, chez Business Normandie, des solutions de suivi de la performance à travers un logiciel qui va permettre de faire ça facilement, de mettre en œuvre ces indicateurs, les bons indicateurs, de les trouver très facilement, d'analyser les consommations de manière correcte. D'une part de manière correcte par rapport à ces notions-là que je viens de donner, et puis éventuellement, si jamais, parce qu'il y a certains cas où peut-être ça ne peut ne pas être cohérent, ou concordant plutôt, de les mettre aussi en phase avec les demandes du décret tertiaire, l'outil Opéra. Donc on est en train de travailler là-dessus chez Biomasse Normandie. J'espère que ça répond, que ça clarifie un petit peu pour Alicia Dubos. Je suis parti un peu large. J'espère que c'est un peu plus clair. Mais je vais montrer un petit peu après peut-être des exemples plus concrets. Et puis on peut échanger après. Plus précisément sur des cas concrets. Effectivement, là je reste assez dans la théorie parce qu'il y a besoin de ça pour rentrer avant dans le concret. Après dans le concret. Donc, je vous propose de passer à la suite, si vous voulez bien, sachant que je vous proposerai certainement, enfin, je vérifierai avec vous pour certains des items si vous voulez qu'on rentre dans le détail, puisqu'il y a une notion de simulation et de choses comme ça qui seront peut-être, je ne sais pas si ils vous parleront, s'ils vous parlent pas, je passerai pas de temps dessus. Alors, donc quelques compléments pratiques. Premier point, comment définir des indicateurs de performance énergétique. Donc, on va essayer d'aller un petit peu plus dans le détail de ces éléments-là. Donc, je vous ai indiqué tout à l'heure hein, que les indicateurs de performance énergétique pouvaient être une mesure, un ratio, un modèle. Comment on choisit finalement les indicateurs de performance? En fait, il faut se poser la question de comment varie la consommation d'énergie en fonction de tel ou tel paramètre. Un des points que j'ai pas abordé, hein, j'ai pas présenté comme ça pour l'instant la notion, c'est que quand je vous ai parlé d'IPE et puis de conditions données, l'idée c'est de faire en sorte que quand on va mesurer la performance, dans le cadre d'un bâtiment qui évolue d'une année sur l'autre, c'est le plus facile à comprendre dans ce cadre-là. Ce qu'on cherche à faire, c'est isoler l'impact de l'amélioration, quand on a fait une amélioration. Là aussi, pour clarifier, pour que ce soit plus facile à comprendre, on a fait des travaux sur la consommation d'énergie. Ce qui se passe, c'est qu'il y a les travaux qui ont un impact, mais il y a aussi le fait que les utilisateurs ils sont plus ou moins nombreux d'une année sur l'autre dans le bâtiment. Le taux d'occupation a peut-être changé, la météo a changé, le taux, les horaires d'occupation ont pu changer, etc. Il y a différents paramètres dans le bâtiment qui ont pu changer. Et ce qu'on veut faire quand on se place dans des conditions données, c'est qu'on veut dire je veux regarder uniquement l'impact des travaux et pas le reste. Donc c'est ça qu'on cherche à faire quand on se place, quand on dit qu'on veut regarder la performance dans des conditions données. Et pour ça, il faut avoir identifié la relation qui lie la consommation d'énergie à ce qu'on va appeler des variables indépendantes. Et pour ça, on établit des modèles, donc avec une analyse statistique qui est pas très compliquée. Hein, il s'agit d'évaluer sous forme de régression linéaire, par exemple, hein, le premier niveau. Et donc ça se fait bien même avec Excel, un tableur Excel. Il y a des outils sous Excel pour faire ça simplement. On peut imaginer des choses plus complexes, mais on peut déjà commencer par là et on fait des choses. On fait déjà beaucoup de choses avec Excel, tout simplement. Donc c'est ça quand on parle de modèle d'IPE. On peut faire les choses plus simples, c'est la notion de ratio. Donc je vous ai parlé de DJU, ça c'est ce qui est pratiqué très couramment. Donc ça peut marcher dans certains cas, ça peut être pertinent dans certains cas. Et puis on l'a évoqué, il peut y avoir des cas où on passe simplement par une mesure. Donc ça c'est vraiment le cas exceptionnel. Je vais illustrer du coup maintenant en quoi le choix de l'IPE est important. Ce qu'il faut avoir compris, c'est que le modèle là dont je parle, ou le ratio, en fait, il va traduire le comportement du bâtiment qu'on va appeler le bâtiment de référence, donc en général le bâtiment avant travaux. Il a vocation à représenter ce bâtiment pour qu'on puisse être en mesure de dire la consommation qu'aurait eu mon bâtiment avant travaux si il avait été placé dans des conditions données
par exemple celle du bâtiment après travaux, il aurait consommé tant. Et dans ce cas-là, j'ai bien des conditions données qui sont les mêmes pour le bâtiment avant travaux et après travaux, et la différence entre les deux correspond à l'impact de l'amélioration seulement. Donc c'est pour ça qu'on cherche à faire un modèle, soit sous forme de modèle linéaire, etc., soit en utilisant un ratio. C'est cette notion-là qu'on appelle l'ajustement. Et donc on doit trouver la relation correcte mathématiquement pour représenter le comportement du bâtiment avant travaux. Est-ce que la consommation elle varie de la forme A fois DGU plus B ou simplement A fois DGU? Et donc c'est en ça qu'on dit ici, attention, le choix de l'IPE doit impérativement découler de l'analyse de la relation entre consommation d'énergie et facteurs d'influence. Cas concret, un exemple sur une tour de bureau. C'est une tour de bureau à Paris, un cas réel. C'est à la Défense, c'est une grosse tour. L'exploitant est engagé dans une démarche HQ exploitation, ce qui l'amène à faire des rapports de performance tous les mois. Dans la démarche, il faut faire un reporting de performance. L'exploitant, ce qu'il fait, alors on voit apparaître, pardon, sur le schéma là, la consommation de l'année de référence, c'est les points jaunes, et puis après il y a la consommation de l'année de suivi, c'est les points bleus. L'exploitant, ce qu'il fait sur la base de ces données-là, il fait une règle de 3 sur les DJU. Alors, je vais pas préciser, hein, c'est un bâtiment qui est chauffé, qui est tout électrique, donc chauffage électrique, enfin tout électrique dans le bâtiment. Il n'y a pas d'autre système de génération. Et l'exploitant, il fait une règle de 3 sur les DJU. Alors, une règle de 3 sur les DJU, ça veut dire qu'il considère, hein, quand on fait une règle de 3, je ne sais pas si c'est clair pour vous, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, enfin, je n'ai pas le temps de vous le démontrer plus précisément, mais je vous le dis, faire une règle de 3 sur les DJU, c'est considérer qu'il y a une relation strictement proportionnelle entre les points jaunes et que ça passe par l'ordonnée à l'origine. Donc, vous devez voir ma souris, je crois, sur l'écran. Et donc, en fait, quand il fait une règle de 3 sur les DJU, c'est la règle qu'on fait, enfin, c'est la chose qu'on fait habituellement parce que c'est très facile à faire. En fait, c'est comme si on disait que le modèle qui représentait les points jaunes, bah, il avait cette tête-là, il passait certainement quelque part par là, au milieu des points jaunes, et puis ensuite il passe par 0. Donc, quand je le dis comme ça, on voit bien que ça marche pas très bien. La droite qui passe par 0 et puis qui ensuite passe à peu près au milieu des points jaunes, elle représente pas bien le fonctionnement de l'année de référence. Mais c'est ce que l'exploitant faisait, et du coup, il déterminait une économie de moins 9%, là en l'occurrence, entre l'année de référence et l'année de suivi. C'est une relation erronée. En fait, ce qu'il aurait fallu faire, c'est faire une loi qui est pas affichée là, mais qui passe par un peu plus au milieu des points jaunes, et qui a un petit b, qui est une loi de la forme AX plus B, A fois DG plus B, et donc qui passerait par là, vous devez voir ma souris. Et dans ce cas-là, l'économie calculée est de plus 10%. Et donc vous voyez qu'en se trompant de relation, en prenant pas le bon modèle, on peut affirmer des économies qui n'ont rien à voir avec la réalité, la bonne façon de faire l'évaluation de la performance. Donc je ne sais pas si c'était clair et si ça clarifie un petit peu le point, cet exemple-là. Pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important à comprendre, cet aspect-là. Et tout ce que j'ai expliqué avant, ça permet d'arriver à ça. Enfin, c'est vraiment lié à ça. J'espère que ça clarifie un petit peu les choses en termes d'implication pratique. J'ai un autre point, alors pour préciser ce qu'on appelle les conditions données. Là, j'ai pris l'exemple dans lequel les conditions données, c'était les DGU. Dans l'absolu, les conditions données, elles peuvent être variables, elles peuvent être les conditions d'utilisation. Hein. Donc souvent, on a les conditions d'occupation qui viennent rentrer en ligne de compte dans les modèles, soit via le nombre d'utilisateurs, soit plus souvent via les horaires d'ouverture et de fermeture, la température intérieure éventuellement, les périodes d'ouverture et de fermeture, notamment pour les bâtiments scolaires. Ça c'est important. Conditions extérieures, souvent DGU ou température. Alors c'est la même chose. Hein. On peut faire des modèles avec les DGU ou les températures, ça marche très bien dans les deux cas. Le rayonnement, c'est plus pour des bâtiments très vitrés, c'est un peu spécifique, ou des piscines, des choses comme ça, quand on a beaucoup d'apports solaires gratuits. Et puis l'humidité de l'air extérieur, c'est aussi sur des cas plus spécifiques, type piscine là encore.
Et puis il peut y avoir aussi des caractéristiques des bâtiments qui influencent ces conditions données, donc bien sûr la surface du bâtiment, les caractéristiques techniques, etc. Et du coup, on peut se retrouver à avoir sur un même bâtiment des conditions données différentes pour parler de projets différents. Je voulais illustrer ça avec un exemple, enfin, c'est ce que dit le cadre. Le projet, quand on parle de conditions données définies pour le projet, quand on parle de projet, c'est le bâtiment et la APE visée, mais aussi le contexte d'utilisation. Je vous prends un exemple avec le parc d'une foncière dans lequel on peut regarder un des bâtiments et peut-être que sur ce bâtiment il y a un CPE et dans le cadre du CPE du coup on veut faire vérifier la performance avant-après. Dans ce cas-là, on trouvera peut-être que l'IP intéressant ou pertinent, c'est un IP qui dépend du DJU et de l'ensoleillement, si c'est une tour typiquement, avec du chauffage et du refroidissement. Et dans le cadre de la démarche RSE de la foncière, donc responsabilité sociale de l'entreprise, elle doit faire un reporting. Et là, on veut avoir un IP pour faire la comparaison de la performance à l'échelle du parc et dans le temps. Et dans ce cas-là, on peut définir un autre IP parce que le cadre d'utilisation n'est pas le même. Et on a besoin là de comparer le bâtiment avec d'autres bâtiments. Et donc on se place dans des conditions de données qui sont différentes, qui ne sont pas celles de je compare d'une année sur l'autre, qui sont celles de je veux comparer le bâtiment avec d'autres. Par exemple en prenant un indicateur par consommation en fonction de la densité. Je vous propose qu'on s'arrête là dans les notions. J'ai trois compléments ensuite qui sont un peu plus techniques sur transfert de risque, transfert de coûts, sur la simulation et sur la prise en compte des incertitudes. Mais le temps file et je me suis engagé à terminer à midi. Donc, sauf si vous me dites que vous avez une attente spécifique sur l'un des trois points là que j'ai évoqués, qui, qui vous intéresse, soit sur la simulation, soit sur les incertitudes, soit sur les transferts de risque, transferts de coûts, vous dites tiens vraiment j'ai envie de voir, auquel cas je peux passer dessus et répondre à vos questions. Mais sinon, afin qu'on puisse tenir le timing, je vous propose qu'on s'arrête là. Enfin, j'ai encore quelques slides pour la fin du webinaire. On peut prendre aussi quelques questions. Et puis, je vous envoie bien sûr de toute façon la présentation et donc vous pourrez, et puis le document, donc vous pourrez creuser ces sujets-là tranquillement. Est-ce que du coup vous avez des questions complémentaires avec les éléments que j'ai rajoutés ou des attentes là par rapport à au point que j'ai pas eu le temps de parcourir, sur lequel vous auriez des attentes spécifiques, vous souhaiteriez que j'aborde en partie ces points. Et le temps qu'éventuellement vous formuliez votre demande sur le chat, je vais sur la partie conclusive. Donc s'il n'y a pas de demande de votre part, en termes de conclusion, en sortie du projet MPEB, il y aura, au-delà de ce guide là que vous allez avoir entre les mains dans quelques instants, si ce n'est pas déjà le cas, d'autres guides qui sont en cours d'élaboration sur les différentes techniques d'analyse de données. Un outil pratique aussi qui vous aidera à choisir les bonnes solutions de mesure de la performance énergétique des bâtiments, à la fois en termes de solutions de mesure et d'outils d'analyse, en termes de choix des indicateurs de performance, sachant qu'on balaye assez large les choses. On peut aller, certains des partenaires du projet sont intéressés à la mesure d'indicateurs partiels de performance, par exemple la mesure des UBAT, etc. Tandis que d'autres se sont focalisés sur la performance globale et d'autres sur la détection de dérives, etc. Il y a des outils, on l'a évoqué, des cas d'études. J'ai évoqué au tout début des cas d'études qui seront diffusés. Des webinaires, donc il y a celui-là
fait le 5 octobre, et puis il y en aura un autre organisé fin février, je vous le redis après, enfin début février, pardon, je vous le redis après, et puis des rapports scientifiques. Voilà, qui sont détaillés ici. Et donc, l'organisation de l'événement de clôture en webinaire, organisé le 12 février, à distance, vu le contexte. J'en ai fini avec la partie NPEB. Je vous signale au passage un prochain webinaire de l'association Biomasse Normandie qui porte sur une thématique totalement différente, mais peut-être que vous-même ou certains de vos collègues peuvent être intéressés. Le prochain webinaire, il a lieu du coup le mardi 1er décembre, de 11h à 12h. Il portera sur l'Observatoire des déchets de Normandie, animé par Alexandre Farcy, mon collègue en charge de l'Observatoire des déchets, de la ressource et de l'économie circulaire en Normandie. N'hésitez pas à vous inscrire ou à faire passer le message si vous pouvez être intéressé. Puis encore disponible pour quelques minutes si vous souhaitez, si vous avez quelques questions complémentaires. Et sinon, je vous dis merci pour d'avoir assisté à ce webinaire. Et puis à bientôt. Il est midi, le temps de raccrocher. C'est bon pour tout le monde? Ok, et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez besoin de compléments ou souhaitez rentrer un petit peu plus dans la pratique, parce qu'effectivement, je suis resté assez là sur les notions générales. Voilà, merci à tous. Au revoir. Merci. Au revoir.